En annonçant le deuxième confinement, Emmanuel Macron a donné le cap. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Pour préserver l'économie et contenir l'épidémie de Covid-19, le travail à distance est généralisé. Un mot d'ordre que l'exécutif répète depuis en boucle. Partout où cela sera possible, le télétravail devra être la règle. Si toutes vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. Lors du premier confinement, 5 millions de salariés ont été contraints d'adopter le télétravail du jour au lendemain. Pour mieux encadrer cette nouvelle façon de fonctionner, les organisations patronales et syndicales ont débuté ce matin des négociations qui s'annoncent tendues. Les chefs d'entreprise ne sont pas tous convaincus par le recours au télétravail à 100%. Le service commercial, effectivement, est une fonction qui permet le télétravail. Néanmoins, quand on fait du business, il faut voir ses clients. Les syndicats, eux, exigent des règles claires sur la charge de travail et le droit à la déconnexion, par exemple. Car si travailler chez soi 5 jours sur 5, c'est a priori confortable, il y a aussi un risque que le travail empiète sur la vie privée, surtout lorsque l'on habite un studio comme Maël. Du matin au soir, je vais rester là, sur cette chaise, à travailler, puis ensuite à faire ma vie perso. Mais on peut le voir, quand je vais pouvoir dormir, quand je vais vouloir dormir, j'ai mon bureau qui est juste en face de moi. Alors, le télétravail peut-il devenir la norme, au risque de creuser les inégalités entre les professions qui peuvent travailler à distance et les autres? Les Français sont-ils vraiment prêts à se passer de leurs collègues et du rituel de la machine à café? La machine à café, on va voir ça ensemble ce soir. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce débat. À mes côtés, bonsoir Emmanuelle Barbara, vous êtes avocate, spécialiste en droit du travail. Et selon vous, la généralisation du télétravail a ouvert de nouvelles perspectives à tous ceux qui voudront concilier une qualité de vie personnelle et professionnelle. Mais néanmoins, il faut l'encadrer et repenser une nouvelle cohésion sociale, dites-vous. Et à vos côtés, bonsoir Pascal Diby, vous êtes ethnologue, vous êtes l'auteur de ce livre « Ethnologie du bureau » paru aux éditions Métaillé. Et vous, Pascal Diby, vous mettez en garde contre la tyrannie du télétravail qui a été plus douloureux qu'on le dit lors du premier confinement. Pour vous, c'est la présence au bureau qui offre un confort physique et psychologique aux travailleurs. Et à propos de travailleurs, on va commencer avec vous, Nadia, et une question d'une travailleuse, en l'occurrence en tout cas d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Une question en 28 secondes. Oui, c'est un téléspectateur qui voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps en France pour légiférer sur la question du télétravail. Pascal Diby, les premières expériences connues du télétravail remontent assez loin, aux années 70. Il y a eu après la révolution d'Internet. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on a attendu aujourd'hui, donc cette crise sanitaire et économique, pour mettre tout le monde autour de la table et réfléchir ensemble aux conditions de ce fameux télétravail? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas très envie que les gens aillent au télétravail parce que le problème de la France, qui est absolument formaliste, c'est de réussir à conserver la possibilité de surveiller les gens. Ouais. Et notamment, quand on traverse l'histoire du bureau, on s'aperçoit que toute la problématique centrale, c'est comment, effectivement, pouvoir surveiller les gens, pouvoir leur imposer des choses. Il ne faut pas oublier aussi, quand on parle télétravail, on parle de bureau. Or, il faut peut-être se souvenir que les gens qui vont au bureau sont payés pour ça. Donc, cette personne qui est en train de payer les gens, elle veut aussi, d'une certaine façon, pouvoir les contrôler. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'au tout début du confinement, avec la mise en place du télétravail obligatoire cette fois, oui. Ce qui est quand même très rare en France, il a fallu une épidémie pour ça, eh bien, en fait, on a eu du mal à accepter cette idée-là pour deux raisons. C'est qu'on ne voulait pas lâcher les gens comme ça dans la nature. C'est qu'on est obsédé, je crois qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure, par la hiérarchie et le contrôle de l'autre, et que la première réflexion, ça a été de mettre au point un système qui permette de surveiller la personne qui est en train de travailler pour être certain qu'elle travaille. La surveiller à distance. À distance et en horaire, ce qui est absurde, puisque le télétravail vous permet d'être enfin chez vous, on l'a montré tout à l'heure en pantoufles, et de pouvoir travailler à l'heure que vous voulez, du moment que vous avez un résultat. Alors, donc là, il y a un problème. Vous évoquiez le premier confinement lors duquel le télétravail est devenu de fait obligatoire. Ça n'a pas été le cas ensuite, Pascal Diby, et pour autant, cette période a laissé des traces, puisque c'est votre chiffre du jour, Claude Askovic. Ce qui est étonnant, notre chiffre du jour, 1,8, comme 1,8 million de personnes qui, au mois d'octobre, c'est-à-dire avant qu'on nous renvoie à nouveau à la maison, étaient encore en télétravail en France. Question pour vous, Emmanuelle Barbara, 1 800 000 personnes avant le deuxième confinement, si beaucoup. Cela signifie que le télétravail s'est installé en France et qu'il va durablement faire partie de nos vies? Écoutez, on peut essayer de faire de la prédiction, si je puis dire. Ça, je ne saurais moi-même en faire, mais il est clair que le télétravail comme façon de travailler,
c'est à l'évidence imposé, j'allais dire, au forceps, à raison du confinement numéro 1. Donc, à l'évidence, cela rentre dans la panoplie des formes possibles de travail autour desquelles on doit encore travailler, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, plus précisément, c'est que, d'abord, l'inclusion dans notre univers juridique du télétravail existe depuis 2005. C'est pas très vieux. 2005, même si c'est très très loin à l'aune des technologies. 2005, ça paraît presque antédiluvien, mais enfin bon, 2005, 2012, un peu dans le Code du travail, 2017, une refonte du dispositif qui simplifie le recours au télétravail, mais en même temps le rend, possible par accord, en quelque sorte. Possible par accord. Mais enfin, c'est sans passion. Mais ce qui joue maintenant, c'est un cadre normatif, législatif, durable. Eh bien là, c'est tout l'enjeu, puisqu'on a vu d'un côté les négociations qui viennent de s'ouvrir au niveau interpro, dont on ne peut pas dire que les organisations patronales couraient après. D'ailleurs, vous l'avez souligné. Donc effectivement, la possibilité d'une introduction, j'allais dire, normale du travail se pose désormais. Simplement là, pardon, je termine juste ce point. Nous revivons la saison 2 du confinement, pour laquelle je tiens à souligner que 70% des Français, en octobre, avant le confinement numéro 2, exprimaient une appétence pour le télétravail modeste, c'est-à-dire pas plus d'un jour par semaine. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une réticence qui n'existait pas au sortir du confinement et qui, en octobre, était à nouveau sur la table. Donc, en fait, on est un peu perdu. Réticence, comme le disait Emmanuel Barbara à l'instant, mais Pascal Libby aussi, une autre inégalité potentielle qui surgit, on l'a vu à l'occasion du premier confinement, parce que tous les métiers, toutes les tâches ne sont pas télétravaillables. Il y a des professions, des métiers qui ne peuvent pas, de fait, ils sont obligés d'être exercés dans le présentiel. Et parfois, ce sont des métiers qui sont dévalorisés, sous-évalués. On peut penser à tous ces métiers qu'on a vus en première ligne ou en deuxième ligne pendant le premier confinement, dans la grande distribution et bien d'autres. Oui, et puis il n'y a pas là une inégalité qui peut se creuser dans le pays. Le télétravail, au départ, il a commencé essentiellement pour des cadres, qui ont eu la possibilité d'aller chez eux, de pouvoir traiter des dossiers à qui on faisait confiance, qui avaient une part dans la société où ils travaillaient, etc. Quand c'est devenu des employés de bureau, la question s'est posée autrement, parce que dans le fond, répéter effectivement des copies de factures, de choses comme ça toute la journée, ce n'est pas forcément des moments très intéressants. Donc le problème se pose là, c'est-à-dire que est-ce que quotidiennement on peut faire une tâche de travail qui n'est pas intéressante à qui on a rien expliqué. Il y a des métiers qui, eux, ne seront jamais en télétravail. Exactement, ben ça c'est un autre problème, parce que vous avez maintenant le bureau est partout, même chez les paysans, on parle maintenant des paysans à bureau, et dans les entreprises aussi, même si vous faites du lait, une compagnie qui fait du lait, les gens ont aussi toujours des tâches administratives ou des tâches de bureau. Sauf qu'on ne peut pas le faire s'il n'y a pas la présence industrielle autour. Donc, et la question qui va se poser, c'est celle-ci, effectivement, c'est que est-ce qu'on peut faire toutes les tâches en télétravail, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas réussir à retourner de temps en temps dans ce fameux bureau équipé pour pouvoir simplifier justement ce télétravail, qui est beaucoup plus complexe seul que quand on est épaulé par une hiérarchie ou par d'autres membres. Et qui décide, Emmanuel Barbara? Que dit le droit aujourd'hui? Est-ce qu'un salarié peut décider de lui-même de se mettre en télétravail, ou est-ce qu'à l'inverse, un employeur peut l'imposer? Alors, en fait, pratiquement non aux deux questions, si je puis dire. L'employeur doit, enfin la règle, c'est qu'on doit se mettre d'accord. Donc, je ne peux pas l'imposer, sauf dans une disposition qui suit la disposition principale sur le télétravail, en cas d'épidémie. En cas de là, à ce moment-là, on peut considérer que l'aménagement du poste consistant à vous obliger de travailler chez vous fait partie des possibilités auxquelles l'employeur peut recourir. Mais en dehors de ce cas de figure, si l'employeur ne veut pas autoriser le télétravail, il doit désormais, depuis 2017, dire pourquoi. Il doit se justifier objectivement des raisons pour lesquelles, non, vous ne pouvez pas télétravailler. Et quelles peuvent être ces raisons, par exemple? Est-ce qu'il peut invoquer pour dire non? Les tâches principales auxquelles vous êtes tenu nécessitent une interaction collective dans une équipe, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le verbatim qui va bien, qui voilà. Et aujourd'hui, justement, ce verbatim, ce tous ensemble, ce collectif, etc., tous ces mots en if, coopératif, collaboratif, participatif, tout ça a pris un petit coup derrière la tête depuis le mois de mars. Et ça pose un vrai problème d'y retourner en quelque sorte. Parce que dans le fond, les Français, parce que c'est notre société, les Français
tous, employeurs ou salariés, je ne suis pas sûre qu'on ait une passion fondamentale pour cet isolement souhaité. Alors, donc en fait, il faut le souhaiter. Vous le disiez, en tout cas, les partenaires sociaux ont donc ouvert aujourd'hui un nouveau cycle de négociations sur ce sujet. Et précisément, Claude, vous avez l'une des parties en présence à nous faire écouter. On parlait des résistances patronales. Donc c'est une déclaration qui date du 30 octobre, au moment donc où on en renvoyait à la maison, au moment où Mme Borne allait dire que le télétravail n'était pas négociable. Eh bien, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, disait « oulala » de manière plus élaborée. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain mettre des centaines de milliers, des millions de salariés en télétravail. Ça pose des problèmes d'infrastructure, de connexion, ça pose des problèmes également de sécurité. Rappelons-nous que lors du premier confinement, il y a eu une explosion de la cybercriminalité. Donc laissons aux partenaires sociaux, laissons aux entreprises le choix de s'organiser en toute responsabilité. Pascal Diby, c'était sur BFM Business. Pascal Diby, est-ce que ce représentant du MEDEF est un dinosaure qui va être balayé par le vent inéluctable de l'histoire des technologies des pandémies, ou est-ce qu'il va gagner cet homme-là qui dit on n'y va pas? C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une question générationnelle. Si vous parlez, comme vous dites, à des dinosaures, ils vont vous dire c'est impossible de se mettre au télétravail. Mais parlez aujourd'hui à la génération Z ou X. Ils vont dire, non, on n'a pas envie d'aller bosser comme ça, c'est absurde de supporter cette hiérarchie, c'est absurde de rester assis toute la journée dans un bureau. Les 20-30 ans, pardonnez-moi. Oui, c'est ça, les 20-30 ans, traduisez. Mais je pense, si vous voulez, que la mentalité est en train de changer radicalement, et ce qui est en train de changer, c'est l'idée même du travail, qui ne doit plus être produit comme il a été produit jusqu'à maintenant, selon des canons hérités finalement. C'est-à-dire la mobilité, les plus jeunes sont davantage attachés à la mobilité. C'est beaucoup plus labile aujourd'hui, ça bouge, la mobilité, il y a beaucoup de tchatcheurs, de gens qui peuvent changer de métier en même temps avoir plusieurs postes, etc. Et ça, je crois qu'il faut le prendre en considération parce que la réalité, elle est là. C'est les générations qui viennent qui vont imposer le télétravail et c'est l'anglo-saxonisation du monde qui fait qu'en Angleterre, en Allemagne, le télétravail est parfaitement adapté, adopté et évident, alors qu'en France, il est beaucoup plus, on vient de le voir, le MEDEF l'aime pas. Dans cette négociation, en tout cas, qui s'est ouverte aujourd'hui, il y a un homme en pointe qui joue un rôle décisif, c'est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, et le bon docteur Nolte passe au rayon X, le leader du premier syndicat du pays. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Laurent Berger, j'ai vos radios sous les yeux, c'est laborieux. Depuis 8 ans, vous êtes patron d'un syndicat centenaire et réformiste, la CFDT, passé numéro 1 en France, après une queue de poisson à la CGT. Vous êtes social-démocrate, constructif, jamais avare en accommodement. La fameuse loi travail de Hollande, c'était un peu la vôtre. On vous avait catalogué ministre bis du travail. Vous interpelliez votre rival Martinez. Parlons du contenu de cette loi. Dis-moi, dans cette loi, ce qui te pose problème. Avec Macron, le coït est plus rugueux. En pleine épidémie gilet jaune, toujours plein de sève réformatrices, vous aviez proposé un pacte social de conversion écologique. On vous avait d'abord rayonné, et puis l'Élysée avait bricolé un haut conseil pour le climat. Parce qu'à la fin, c'est Lolo qui gagne. Vous êtes nantais, fils d'ouvrier et catho, entré à la CFDT comme au Carmel il y a longtemps et pour longtemps. En dehors, on vous a connu pion, vacataire en histoire géo, chômeur, travailleur social. Un CV de patate de canapé plus que de staccanovis. Et pourtant, le travail des autres est votre obsession. Mais docteur, quand j'entends le mot travail, j'ai des frissons, je me consume, Oui, Laurent. Hier, vous étiez dans les tranchées face à la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est pour le travail dans le monde d'après que vous vous battez. Et vos options sont clairement obscures. Tout ce qui est télétravaillable doit pouvoir être télétravaillé. Ainsi se dessine un monde d'après sous régime de télétravaillance dépendant d'un indice de télétravaillabilité chargé d'éviter tout télétravaillisme. Mon cher Laurent, au boulot. Eh ben voilà, c'est limpide. Merci Thibault Nolte. Pascal Diby parlait tout à l'heure de la liberté qui s'attache au télétravail, mais on serait ce qu'un homme barbu disait du poulailler libre et du renard libre. Emmanuel Barbara, est-ce qu'il y a un chemin français possible vers le télétravail, un chemin qui serait protecteur pour les salariés, un télétravail organisable par la loi ou par la négociation? Nous avons une passion, nous autres, pour tout ce qui est organisé au millimètre. Oui. Tout ce qui s'appelle, de près ou de loin, liberté, c'est-à-dire dans la liberté vous organisez, on déteste.
D'ailleurs, mais blague à part, c'est un exemple finalement. Voilà un domaine du droit du travail qui, par hasard, si je puis dire, s'est trouvé dépourvu de canons très précis et de conditions vétilleuses. Bon, en gros, on peut s'arranger. Eh bien, on peut s'arranger, on voit bien qu'il n'est pas suffisant. On veut négocier un cadre qui soit plus précis. Mais le problème, c'est la rigidité éventuelle. L'intérêt du télétravail, c'est sa flexibilité et surtout la pesée que l'on peut faire de chaque poste et de son intérêt au passage sur sa possibilité, encore une fois, d'une externalisation, enfin mais les horaires illimités, par exemple. Ah oui, non, mais ça, d'accord. On voit bien l'intérêt pour l'employeur, moins pour le salarié au télétravail. Non, mais ça, si vous évoquez, en revanche, les outrances diverses, auxquelles, évidemment, on prête volontiers l'intention à l'employeur, c'est-à-dire on se dit, bah, tiens, comme il est loin, il peut travailler plus que moi. On voit bien que c'est ça l'intention. Et inversement, c'est-à-dire est-ce que le télétravail n'a pas creusé une inégalité qu'on connaît parfois, y compris dans des lieux de travail, ça arrive. C'est-à-dire des salariés, parmi les salariés, il y a ceux qui vont par tempérament en faire le moins possible et ceux qui, à l'inverse, sont accros au boulot et vont trop travailler. Le télétravail, est-ce qu'il ne va pas creuser cette inégalité-là qu'on a pu voir lors du premier confinement, avec dans certains secteurs des salariés qui ont pu disparaître pendant X semaines et d'autres, au contraire, qui ont continué de répondre à des mails jusqu'à 3h du matin, Pascal Liby ? Moi, je crois que le télétravail coince beaucoup plus les gens parce qu'il y a quand même une espèce d'éthique. Je reviens sur le fait qu'on est payé quand même quand on télétravaille. Donc les gens ont travaillé plutôt 10 à 14 heures par jour que 6 ou 7 heures pendant le télétravail. Tout le monde a dit qu'il n'avait jamais autant travaillé de sa vie. Et effectivement, le fait de ne pas être inscrit dans un bureau normatif, si je puis dire, mais de pouvoir travailler de temps en temps un peu allongé sur son lit, assis dans la cuisine ou ailleurs, ben ça fait que le temps n'est pas comptabilisé de la même façon. Vous ne savez pas très bien quand vous travaillez, quand vous faites la soupe. Vous ne savez pas très bien quand vous occupez des devoirs du petit et quand vous allez faire un petit travail que vous avez fini parce que vous l'avez commencé ce matin, etc. Donc ce qui est très intéressant, j'en avais déjà parlé à propos de l'histoire du bureau, c'est que le bureau a désoré la société. Le lieu, c'est-à-dire le lieu, l'espace. On a changé de rythme. Et là, à nouveau, on est en train de rentrer dans un rythme qu'on ne possède plus vraiment. C'est-à-dire que le rythme familial s'était un peu évaporé aussi de nos systèmes actuels. Et aujourd'hui, on rentre dans un rythme où le familial devient bureau. Donc c'est un bouleversement psychologique énorme. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Si on vous suit bien, et justement, télétravailler, c'est aussi, Nadia, pour les salariés, le risque de se retrouver sollicité en permanence. On va voir sursollicité et ça pose la question du droit à la déconnexion, c'est-à-dire le droit de ne pas être appelé ou de ne pas recevoir de mail de son employeur à tout moment de la journée ou du week-end, y compris donc pendant les heures de pause. C'est inscrit dans la loi française. La France est même le seul et le premier pays européen à avoir légiféré sur le sujet. C'était en 2016, dans le cadre de la loi El Khomri. Le contenu, le texte est quand même très flou et surtout très très peu contraignant puisque ce sont aux entreprises elles-mêmes de définir les modalités selon lesquelles ce droit va s'appliquer lors de négociations annuelles obligatoires. Mais si elles ne le font pas, elles ne sont pas sanctionnées. Et de fait, ça peut expliquer pourquoi 78% des cadres avouent consulter leurs messages professionnels, donc des textos ou des mails pendant leur temps de repos, et pourquoi seuls 16%, à peine 16% des entreprises françaises ont instauré des règles de déconnexion. Évidemment, la situation actuelle qu'on vient de décrire, ça rend le problème encore plus saillant. Pendant le premier confinement, vous avez donné un chiffre, mais on a travaillé en moyenne plus de 3/4 d'heure en plus chaque jour, et les repères spatio-temporels, c'est-à-dire le lieu et le temps de travail, sont encore plus flous. Emmanuel Barbara, comment est-ce qu'on fait pour préserver davantage les salariés de ce fil à la patte que peut être leur téléphone portable ou leur ordinateur? Et autre question, est-ce qu'on peut faire un burn-out à la maison? Oui. La réponse est oui, à l'évidence. Il y a eu des études qui ont été faites sur confinement numéro 1, où on a observé que 18% des personnes étaient en vrai risque psychologique d'intensité excessive, pouvant confiner, si je puis dire, au burn-out. C'est fait. Mais le salarié, comment est-ce qu'il fait pour ne pas être sollicité par son employeur pendant le week-end ? Alors justement, ce point que vous citez est très intéressant parce qu'il s'applique à l'évidence et de manière magnifiée au travers du télétravail, puisque je suis, j'allais dire, incarcéré chez moi, et finalement, mes seules interactions extérieures, c'est dans le fond mes collègues, mon patron, etc. Donc c'est difficile. Mais pardon d'observer qu'avant le Covid, juste avant, il n'y a pas très longtemps, en février, nous sommes tous sollicités matin, midi et soir par les mêmes outils qu'on peut utiliser certes au bureau. En plus, déjà avant le Covid. Vous avez le téléphone à l'ancienne, plus l'autre qui sonne. Donc ce rapport à ces nouvelles technologies qui nous raccordent sans
sans limite, s'avérait absolument, sont réalité. Donc comme c'est une réalité, cette réalité est vraie, qu'il y ait ou pas de confinement, qu'il y ait ou pas de télétravail. On est hyper disponible aujourd'hui. Nous sommes hyper connectés, etc. Et quand vous parlez des cadres qui, pendant leurs heures de repos, de vacances, etc., passent leur vie ou regardent leur portable, je ne sais pas quelle loi peut l'empêcher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là, je pense que c'est une question d'éducation et de rapport à la technologie et de rapport à sa propre anxiété, en quelque sorte. À cette dépendance qu'évoquait Emmanuel Barbara, s'ajoute pendant le confinement une autre dépendance et qui repose, on l'a vu avec des études sur le premier confinement, davantage sur les femmes, c'est celle des tâches domestiques. Oui, qui sont plus importantes. Donc est-ce que là aussi le télétravail ne va pas accentuer cette inégalité hommes-femmes, dès lors que celles-ci doivent en plus, dans de nombreuses circonstances, assumer ces tâches-là? Je n'ose prédire, mais je vous dis qu'il va y avoir de grands embouteillages cybernétiques et familiaux. C'est-à-dire qu'en réalité, le télétravail, qui peut s'exercer à des heures non obligatoires, fait qu'à un moment donné, les gens l'ont beaucoup senti sur leur travail quand ils étaient chez eux, eh bien, ça passe mal. Or, dans les bureaux, on était équipés pour ça. On savait qu'il y avait des rushs entre 9h et midi, entre 2h et 6h, etc. Et là, il y a une transformation qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir des fonctionnements qui vont être dysfonctionnels, à la fois au niveau familial et avec les enfants, avec la maison. Il ne faut jamais oublier la tyrannie domestique, mais au sens de la maison qui vous fait, et en même temps, de l'autre côté, le travail qui va être en concurrence avec cette tyrannie domestique douce. C'est ça. Oui, exactement. Et ce que vous disiez sur les burn-out, je dirais, intrafamiliaux, ça risque d'arriver, effectivement. Donc là, je reviens sur notre formalisme français, c'est que travail égale discipline égale rigueur. Et là, ça ne sera plus le cas. On s'anglo-saxonise dans ce sens-là, c'est-à-dire que, en fait, il faut qu'on apprenne à donner du temps à la personne qui est avec vous et qui travaille. Il faut qu'on apprenne à la respecter. Mais ça veut dire aussi que l'espace doit s'y prêter. Et comme jusqu'à maintenant, on a construit des maisons dans lesquelles le bureau n'est pas prévu, alors que chez les Anglais, il y a des bow windows qui sont plus ou moins utilisés, il y a quelque chose qui va se produire d'un renversement. L'espace intérieur et l'espace extérieur, si j'ose dire. Il y a aussi le trajet. C'est-à-dire le trajet entre le domicile et le lieu de travail est aussi une barrière, en quelque sorte une protection qui n'existe plus avec le télétravail. Absolument, et se déplacer, bon, alors c'est toute la question, est-ce qu'on ne gagne pas, est-ce que c'était pas chronophage, est-ce que le trajet ne coûtait pas cher, etc. Bien sûr, et ça peut l'être. Le métro, le RER et ça le bus sont concourait pas au toujours. stress, 2 heures de train, de RER. Les Anglais, c'était pas non plus la panacée que je savais. Donc c'est pour ça que c'est troublant, parce que les arguments qui disaient métro, boulot, dodo, etc., tout ce qu'on perdait là, la pauvre femme, en fait, se retrouvent en quelque sorte bizarrement également dans la position où on retire. Alors c'est avantageux pour l'environnement, pour justement le stress du transport, etc. Mais du coup, on bosse plus. Alors oui, mais alors comment par rapport aux enfants, etc. Donc ça pose des tas de questions nouvelles. Et c'est passionnant. C'est des questions auxquelles on continuera de répondre ensemble. Rappelons que c'est juste le début de la négociation. C'est donc juste le tout début de nos discussions à nous aussi. Merci en tout cas d'être venu entamer ce débat ce soir sur ce plateau.